Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour un nouveau numéro de 100% Sénat, l'émission qui vous fait vivre les travaux de la Haute Assemblée. Les sénateurs ont auditionné le directeur général de France Travail, l'agence de l'État chargée de mener la politique de l'emploi en France. Une audition qui intervient après la publication des derniers chiffres du chômage dans notre pays. Au 4e trimestre 2025, le nombre de demandeurs d'emploi s'élève à 7,9% de la population active. Les jeunes sont les plus touchés par le chômage, avec un taux de demandeurs d'emploi de 18,8% dans la catégorie des 15-24 ans. Je vous laisse écouter cette audition. Nous continuons notre matinée en accueillant ce matin Thibaut Guilhuy, directeur général de France Travail. Je vous précise que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo. Elle est diffusée en direct sur le site internet du Sénat et sera consultable en vidéo à la demande. Monsieur Guilhuy, nous avons souhaité vous entendre dans un contexte de dégradation de la situation de l'emploi. Ainsi, selon les statistiques publiées hier par l'INSEE, le taux de chômage en France, mesuré selon les critères du BIT, s'est élevé à 7,9% de la population active au 4e trimestre 2025, en hausse de 0,2 points par rapport au trimestre précédent. En valeur absolue, le nombre de chômeurs a augmenté de 56 000 personnes en 3 mois, atteignant 2,5 millions au total. Ainsi, la tendance entamée depuis 2 ans se poursuit après l'atteinte d'un point de bas de 7%. Dans ce contexte, comment agit France Travail et comment soutenez-vous les demandeurs d'emploi ? Comment gérez-vous les moyens humains et financiers dévolus à votre établissement public par la loi de finances pour 2026 afin d'apporter un tel soutien ? Alors, on sait qu'il y a eu quelques évolutions. Vous pourrez notamment nous dire si vous avez développé de nouveaux outils et à cette fin, notamment comment vous intervenez pour améliorer l'employabilité des demandeurs d'emploi. Et notamment, j'évoquerai aussi tout ce qui concerne l'intelligence artificielle et l'implication de cet outil. Monsieur le directeur général, je vais vous laisser commencer cette audition par un propos liminaire. Puis les membres de la commission seront amenés à vous poser un certain nombre de questions pour un échange. Voilà. Je vous remercie, monsieur le directeur. C'est à vous. Bonjour à toutes et tous. Merci, Monsieur le Président, pour cette audition, qui est aussi le signe de l'esprit, je crois, dans lequel on a engagé cette loi pour l'emploi puis cette transformation de France Travail, et donc de pouvoir revenir, d'échanger, de confronter les avancées avec vous, que ce soit dans le cadre du contrôle parlementaire, mais même aussi, j'ai envie de dire, de la co-construction des améliorations qu'on essaye de porter sur le terrain avec France Travail et le réseau pour l'emploi, est très précieux pour nous. Et donc, merci par avance pour ces échanges. Peut-être, puisque vous avez commencé effectivement par le contexte, c'est vrai qu'on est dans un contexte de marché du travail qui est plus contraint. Vous avez rappelé les chiffres. On a une croissance donc, qui s'est quand même confirmée à 0,9%. On a des défaillances d'entreprises qui ont retrouvé un niveau relativement élevé, autour de 70 000 défaillances d'entreprises. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, même si ça reste inférieur à certaines périodes historiques. Et peut-être si les chiffres du chômage qui ont été publiés peuvent montrer effectivement un marché du travail un petit peu plus difficile, je ne voudrais pas qu'on oublie que nous, c'est vrai que ce qu'on regarde de près et qu'on a eu l'occasion déjà de partager lors des précédentes auditions, c'est le taux d'emploi, et que le taux d'emploi, lui, il est à 69,4%, c'est-à-dire quasiment à son maximum historique, et qu'il a progressé de 0,4 points pour les jeunes, et il a continué de progresser aussi pour les plus de 55 ans cette année. Donc, attention à avoir une lecture et que les effets, en fait, le chiffre du chômage, c'est aussi la politique d'inscrire tout le monde et d'aller proposer à tout le monde une perspective de retour à l'emploi qui, par définition, a des effets, en fait, sur l'augmentation du taux de chômage. C'est pour ça que
c'est pour ça que le taux d'emploi, pour nous, nous semble toujours intéressant à suivre, ou en tout cas à mettre en regard de ces chiffres de l'INSEE. Sur les enjeux aussi, même si le marché du travail est contraint, et pour répondre à votre question sur ce qu'on peut faire, il n'empêche que même si on a progressé encore cette année, on a encore des très grosses marges de manœuvre pour avoir un marché du travail qui soit plus efficace et plus inclusif. On a fait baisser de 2,7 jours les délais de recrutement. Vous savez que c'était un des objectifs. Hein. Plus on recrute rapidement, plus à nombre d'emplois constant, eh bien, ça crée des emplois nets. Donc là, on a progressé de 2,7 jours. On a quand même encore beaucoup d'emplois non pourvus, un peu plus de 300 000, entre 300 et 500 000 en fonction des différentes modalités d'évaluation. Et donc, ça, c'est autant d'emplois sur lesquels il faut qu'on œuvre. Et c'est tout le travail qui est fait sur notamment l'accompagnement intensif, que ce soit sur les bénéficiaires du RSA, sur les jeunes dans le cadre du contrat d'engagement jeune, etc., permet en fait des placements plus importants. Et puis, le troisième levier sur lequel on travaille, c'est l'amélioration des services aux entreprises. Allez voir les TPE-PME, qui sont quand même les gisements de création d'entreprises. On est passé de 100 000 prospections en 2023 à 260 000 en 2024, à plus de 400 000, c'est-à-dire plus que les objectifs qu'on était venu présenter l'année dernière ici sur le territoire. Et notre objectif, c'est de faire plus encore l'année prochaine. Tout ça est effectif constant, compte tenu en fait des gains d'efficience, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, et de la débureaucratisation de nos systèmes pour pouvoir être plus dans une logique de relation avec les TPE dans les territoires, avec la création de France Travail Pro. La satisfaction des entreprises vis-à-vis de nos services est passée à 89% cette année. Donc on continue cette trajectoire d'amélioration des services là-dessus. On a encore beaucoup de progrès à faire, évidemment, mais en tout cas, la tendance est quand même positive. Et quand on va prospecter, rien que sur 2025, les actions de prospection qui ont été menées ont permis de créer 40 000 emplois supplémentaires, parce que ça a permis de déclencher des créations, notamment chez des artisans ou sur des petites entreprises, etc., qui n'auraient pas recruté s'il n'y avait pas eu les services de France Travail pour pouvoir les accompagner. Donc voilà, notre détermination reste très importante, et notre confiance dans notre capacité de France Travail et des acteurs du réseau pour l'emploi à créer de l'emploi et à générer de l'emploi par une plus grande performance de nos services. Voilà. Ensuite, on pourra parler aussi quand même des enjeux sur l'accompagnement d'enjeux un peu stratégiques, hein, sur la souveraineté industrielle et l'accompagnement des projets industriels. Hier, à Dunkerque, on a accompagné par exemple Vercors. Hein, c'est plus de 500 recrutements effectués cette année et 700 qui ont à être faits en 2026. Il y a Prologium, il y a tout un tas de projets industriels qui se font dans différents endroits du territoire. Il faut qu'on puisse les accompagner. Il y a l'enjeu du nucléaire avec 100 000 recrutements par an. Il y a l'agriculture avec qui on signera d'ailleurs avec l'ensemble des acteurs agricoles au moment du salon de l'agriculture un accompagnement sur tous leurs besoins agricoles. Hein. Je rappelle que rien que par exemple si vous prenez l'exemple de la Champagne, c'est plus de 100 000 contrats qui sont signés au moment des vendanges. Donc c'est des choses très concrètes où on accompagne les projets et de filière ou les projets structurants de territoire. Et puis, évidemment, dans ce contexte, Monsieur le Président, on a aussi de mieux accompagner les défaillances d'entreprises, et on pourra y revenir sur la méthode et la mécanique qu'on a mis en place, sur un certain nombre de dossiers emblématiques, et peut-être celui en ce moment qui fait le plus actualité avec Arc International. Voilà pour les premiers éléments de réponse. Alors maintenant, peut-être de vous dire en matière d'accompagnement, enfin dans les grands axes, hein, finalement, on a besoin d'accompagner mieux et de façon plus personnalisée les chercheurs d'emploi. Alors pour pouvoir le faire à effectif constant, on aura l'occasion d'y revenir, il fallait faire de l'efficience. Donc le plan d'efficience qu'on vous avait partagé avec un objectif de 3700 ETP
d'efficience, c'est-à-dire en gros de voir là où on peut faire des économies sur des tâches administratives, sur des process un peu lourds et pénibles, sur des charges de reporting pour pouvoir les redéployer sur des activités à valeur ajoutée, notamment l'accompagnement intensif des bénéficiaires du RSA, l'accompagnement des entreprises et des TPE dont je vous parlais, le contrôle de la recherche d'emploi. Sur cette année, c'est près de 2300 ETP qui ont pu être redéployés et qui nous ont permis d'augmenter. Par exemple, c'était l'objet de pas mal de questions ici dans cette enceinte. Comment vous allez faire sur l'accompagnement intensif ? En fait, on a fait 660 000 accompagnements intensifs cette année, c'est-à-dire une hausse de 80% par rapport à l'année précédente grâce à ces redéploiements. Sur le contrôle de la recherche d'emploi, qui est le pendant des droits et des devoirs, on est passé de 600 000 à 940 000 contrôles de la recherche d'emploi cette année. C'est pas des progressions de 2 ou 3%, mais c'est des progressions de 50 ou de 80% dont on est en train de parler. Et un énorme enjeu sur le numérique, avec devant nous pour 2026, finalement on a fait beaucoup d'expérimentations pour repenser notre manière d'accompagner les chercheurs d'emploi en 2025. On a 70 agences pilotes un peu partout dans les territoires qui ont fait des tests, parce qu'on vous avait dit aussi que c'est par le terrain et par la réalité de terrain, l'adaptation au terrain, qu'on est capable de penser à un grand service public de l'emploi. Et donc du coup, ça peut prendre parfois un petit peu du temps pour qu'on puisse le généraliser. Et 2026, on va rentrer dans cette phase de généralisation d'un accompagnement qui soit personnalisé en fonction du niveau d'autonomie et des besoins de chacun des 7 800 000 inscrits à France Travail. Voilà pour l'accompagnement. Évidemment, il y aurait beaucoup de choses à dire sur les enjeux de formation là-dessus. Un autre enjeu sur lequel vous aviez aussi beaucoup contribué, c'était la dimension de l'aller vers. Parce qu'en fait, personne au bord de la route, c'est pas qu'une inscription administrative, mais c'est comment ensuite on va apporter un accompagnement qui soit concret. Je pense notamment à Avenir Pro, qui produit des résultats. Cette alliance entre les lycées professionnels et France Travail pour mieux accompagner les jeunes dans leur insertion professionnelle. Les évaluations de cette expérimentation que nous avons lancée France Travail et à laquelle, depuis peu, nous avons associé les missions locales pour cette phase de déploiement, c'est 28% de taux d'insertion professionnelle de plus. Et donc là, en 2026, il faut qu'on réussisse à généraliser ça dans tous les lycées professionnels de France. C'est le programme pour la rentrée prochaine. Sur l'accompagnement des bénéficiaires du RSA, il y aura probablement des questions dessus. On est aussi dans cette phase de montée en puissance. Alors, on essaye de le faire le mieux possible. Avec les départements, la relation et la logique de co-construction se poursuit de façon très positive, mais avec les effets de contrainte que les uns et les autres ont évidemment, à la fois sur leurs enjeux de transformation et les moyens dont on dispose pour cela. Cela étant dit, on a quand même doublé le nombre d'accompagnements de bénéficiaires du RSA en accompagnement intensif cette année. Donc, est-ce que c'est suffisant ? Non. Est-ce qu'on est dans une voie de progrès quand même assez sensible ? Oui, avec des effets sur les départements pilotes les plus avancés de plus 30 points de taux de retour à l'emploi pour les bénéficiaires du RSA. Donc vous voyez que la fatalité de l'exclusion durable des bénéficiaires du RSA, c'est quelque chose sur lequel, si on y met des moyens et si on y met de la volonté et qu'on y prend un petit peu du temps, on est capable, on est confiant dans notre capacité collective à changer la donne en la matière. Voilà, et puis peut-être, et ça c'est un point de préoccupation quand même pour l'année et les années qui viennent, c'est que pour avoir un marché du travail efficace et inclusif, dans un monde où les compétences, maintenant, elles durent que 2 ans, que les métiers changent en permanence, si on n'a pas les ressources pour pouvoir accompagner les chercheurs d'emploi pour requalifier ou apporter les qualifications nécessaires pour passer d'un métier à un autre ou s'adapter à la réalité nouvelle d'un métier qui était exercé auparavant, il faut qu'on ait des moyens sur la formation, mais le former pour recruter, ce dont on avait parlé. Les préparations opérationnelles à l'embauche. On a fait plus 22% de préparation opérationnelle à l'embauche. C'est assez simple, hein. Enfin, je vous rappelle le principe. Vous avez un métier, on travaille avec l'entreprise, elle est prête à recruter, on a un candidat qui est motivé, et comment on va faire un parcours de 100, 200, 450 heures pour faire la différence entre un candidat motivé et un candidat motivé et qui est capable d'être recruté et intégré dans l'emploi durable par une entreprise. Ça, c'est plus 22%, mais c'est des moyens, c'est un coût.
C'est très rentable, mais c'est un coût et il faut qu'on fasse attention à pouvoir préserver les moyens d'action de France Travail et des acteurs du réseau pour l'emploi sur cette dimension requalification dans un marché du travail qui est extrêmement évolutif. Voilà, sur les sanctions, sur le contrôle de la recherche d'emploi, je pense qu'il y aura quelques questions dessus. De rappeler que ça a été une année de transition, pas simple, parce qu'on a mis fin à la gestion de la liste, c'est-à-dire cette gestion un petit peu automatique, administrative des choses. C'était dans la loi au 1er juin. Au profit d'un contrôle de la recherche d'emploi, dont la mécanique, c'est pas qu'une question de volume, c'est une question après derrière de qualité, et donc c'est une transformation aussi profonde à l'intérieur de l'établissement, parce que le contrôle de la recherche d'emploi, ça va vous paraître peut-être une formule, mais moi je considère que c'est un peu la noblesse de l'accompagnement, là où souvent c'était considéré un petit peu comme peut-être le parent pauvre de l'accompagnement, parce qu'avoir le discernement pour pouvoir avoir un contrôle de la recherche d'emploi, et donc des modalités d'accompagnement de qualité pour prendre la sanction de façon juste et pertinente quand il le faut, ou décider de redynamiser la personne quand c'est nécessaire, ça suppose d'avoir des équipes qui sont pleinement mobilisées, et elles le sont, et donc je les salue à ce titre. La lutte contre la fraude, probablement que ça reviendra. On avait parlé de la lutte contre les comportements abusifs et la lutte contre la fraude. Il y aura probablement des questions, notamment, d'autant plus qu'il y a le projet de loi qui va revenir au vote. La lutte contre les comportements abusifs, ça n'est pas de la fraude à proprement parler, mais c'est un peu les détournements d'objets. Donc sur les ruptures conventionnelles, je pourrais vous dire les tests qui ont été faits en 2025 pour pouvoir ensuite lutter contre le détournement d'objets de la rupture conventionnelle, non pas contre la rupture conventionnelle, mais contre le détournement d'objets de la rupture conventionnelle, qui font qu'il y a des effets d'opportunité, parfois par des entreprises et des employeurs, parfois par des personnes elles-mêmes, sur lesquelles je rappelle que c'est un peu plus de 9 milliards d'euros qui sont distribués post-rupture conventionnelle. Et donc, lutter contre les abus, c'est aussi aller chercher des économies sur ces sujets-là pour pouvoir les déployer parfois sur là où l'accompagnement est nécessaire. La lutte contre la fraude, c'est quand même 146 millions d'euros qui ont été identifiés cette année. On a près de 150 personnes qui sont dédiées à ça à l'intérieur de France Travail. Mais au-delà des 150 personnes, c'est une culture, c'est une approche et c'est des outils, d'où d'ailleurs l'objet sur le PJL fraude, sur lequel il y aura peut-être des questions, pour muscler aussi les moyens dont nous avons besoin si on veut être plus efficace dans cette lutte. J'en profite pour saluer aussi la collaboration que nous avons avec l'ensemble des services, de la gendarmerie, de la police nationale, des organismes tels que la CNAF et les CAF ou l'URSSAF, avec lesquels on travaille aussi très bien, main dans la main, pour essayer d'être plus efficace sur ces sujets. Voilà, et peut-être j'ai rapidement évoqué sur la partie entreprise pour terminer. C'est un énorme enjeu. Alors, il y a des choses très positives et puis des choses sur lesquelles on n'a pas encore trouvé la martingale, si vous me permettez cette expression. Dans les choses positives, je vous le disais, la satisfaction les prospections ont été multipliées par 4 et on va poursuivre cette action en 2026. Nous avons maintenant déployé aussi un outil qui est partagé avec l'ensemble des acteurs du réseau pour l'emploi. Déjà les missions locales, évidemment, les Cap Emploi, mais maintenant de plus en plus les départements, les chambres de commerce, où on travaille main dans la main dans nos 340 comités locaux pour l'emploi, ce qu'on appelle pardonnez-moi cet anglicisme, task force entreprise, mais il faut qu'on trouve un autre nom, ne serait-ce que parce que de temps en temps on a l'impression de parler avec une patate dans la bouche. Mais plus sérieusement, cette action-là pour aller voir les TPE, les PME, identifier leurs besoins et les accompagner dans leur processus de recrutement. Ça commence à payer ses fruits. Le taux de pourvoi des offres a gagné 6 points cette année. Donc quand on confie une offre à France Travail, maintenant dans un peu plus de 90% des cas, on arrive à trouver le candidat qui convient et d'aboutir à un recrutement. Donc c'est évidemment un indicateur assez clé. Si on n'a pas un service performant, ce n'est pas la peine d'aller le déployer. Donc ça, c'est un bon progrès. Le taux de satisfaction des entreprises, je vous ai dit, il a dépassé pour la première fois les 90%. Le délai de recrutement a baissé. En revanche, on n'est qu'à 23% des entreprises qui utilisent nos services. Alors, ça dépend d'un territoire à un autre. J'étais à La Réunion la semaine dernière. Sur l'île de La Réunion, on est à 38-39%. Et donc, le réflexe France Travail est acquis.
dans d'autres endroits ou dans d'autres secteurs. Typiquement, je vous parlais de l'agriculture ou de certains, on travaille avec les filières pour faire en sorte d'accompagner ces TPE, parce que le paradoxe, c'est que c'est les secteurs qui ont le plus de difficultés à recruter, qui sont parfois aussi les plus atomisés avec des petites structures qui recourent le moins au service de France Travail. Et donc, du coup, on a cet enjeu-là. Donc, 23%, c'est pas assez. Notre objectif, c'est plutôt de dépasser les 30-35%. Et puis, au-delà des services de France Travail en direct, on travaille collectivement avec l'ensemble des autres acteurs de l'emploi. Et nous, ce qui nous importe, c'est qu'à la fin, les entreprises, elles recrutent plus et qu'elles recrutent mieux, que ce soit par les services de France Travail ou par nos partenaires du réseau Pôle emploi, les missions locales, les Cap emploi, les chambres de commerce, les OPCO, aussi les acteurs privés de recrutement, par le partage de la donnée et par le fait de travailler ensemble, territoire par territoire. Voilà, et puis pour conclure, comment on fait tout ça avec les moyens qui nous sont dévolus, puisque c'était votre question. Alors, il y a deux choses. Il y a la question des ressources financières. Cette année, en 2025, j'aimerais quand même souligner que les efforts du plan d'efficience, le meilleur ciblage des actions que nous avons fait ont permis d'ailleurs de rendre une copie positive à l'État, puisque après être passé par les fourches codines des services de Bercy pour le budget 2025 aussi, on a rendu aussi 110 millions d'euros de subventions à l'État en 2025 par rapport à ce qui était prévu, et on fera un résultat supérieur à ce qui était prévu. Donc on dépense moins avec les résultats que je viens de vous présenter. On sera en 2026 fortement contraint. On est déjà sur un budget à moins 390 millions par l'État, de contributions par l'État, et il est probable qu'avec les effets du PIC et du PRIC, on ait encore au moins 100 millions d'économies à faire là-dessus. Et là, je préfère quand même vous dire qu'il y a un moment donné, il faut faire attention, parce que la logique d'investissement social, parfois une dépense, quand elle est beaucoup plus rentable à remettre quelqu'un au travail, il faut quand même, il y a les efforts qu'on doit faire pour que chaque euro investi soit efficace, performant et bien ciblé là où il le faut, mais il faut faire aussi attention à ne pas priver le service public de l'emploi des moyens nécessaires pour pouvoir faire le job qui vient d'être présenté. Et ensuite, il y a les effectifs, à moins 515 ETP. Ce n'est pas à vous que je vais le dire, puisque vous avez défendu l'idée que le meilleur moyen de pouvoir réaliser les résultats, c'est bien d'avoir des effectifs qui sont motivés et compétents, comme nous les avons à France Travail et comme auprès de nos partenaires du réseau Pôle emploi. Je regrette évidemment, mais nous allons nous organiser pour faire notre mission en 2026. Je regrette quand même la baisse des moins 115 ETP. Par définition, ça ne va pas nous empêcher de poursuivre la dynamique de progrès que nous avons engagée avec les équipes et nos partenaires du réseau Pôle emploi. Mais évidemment, ça aura des effets directs sur notre capacité à faire moins d'accompagnement intensif ou peut-être un peu moins de contrôle de la recherche d'emploi qu'on aurait pu l'imaginer si on avait eu ces effectifs complets. On a des équipes qui sont très motivées, qui sont très engagées, mais c'est quand même compliqué à un moment donné de maintenir un dialogue social de qualité si on ne prend pas en compte la logique de partage de la valeur entre l'amélioration du service public pour les citoyens, la réduction des dépenses publiques pour prendre notre part à l'effort évidemment de rétablissement des dépenses publiques, mais il faut aussi avoir en tête que tout ça, ça se fait dans une dynamique, c'est une dynamique humaine et sociale à l'intérieur, et qu'il faut pouvoir garder la motivation et la mobilisation des équipes. Et c'est vrai que parfois les NAO à zéro qui se répètent, et du coup la baisse du pouvoir d'achat sur le long terme et la pression qui est mise sur les effectifs peut aussi avoir des effets contre-productifs au bout d'un moment sur les objectifs que nous partageons ici. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Alors, vous êtes nombreux à avoir demandé la parole et je vais demander à Frédérique Puissat de débuter. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Directeur. Et à travers vous, merci à vos équipes, les équipes qui vous accompagnent aujourd'hui, mais également les équipes de territoire, vous l'avez dit. Je reprends vos propos. Tout cela se déroule dans une dynamique humaine et sociale, et j'allais même dire de sécurité, parce que nous n'oublions pas, notamment singulièrement dans la Drôme, le drame qui s'est passé. Et nous savons que c'est aussi
un enjeu qui est fort pour toutes ces équipes qui accueillent parfois des publics qui sont un peu compliqués. 3 questions me concernant. Le premier qui a trait, et Olivier Henno rentre dans la salle, c'est parfait, au PJL fraude sociale et fiscale, sur lequel nous avons travaillé à 4 mains, si je puis me permettre l'expression. Alors on a effectivement écouté et auditionné les services de France Travail. On a tenté de répondre à vos attentes au travers d'un certain nombre de dispositifs dans ce texte de loi, et je remercie les collègues qui nous ont suivis sur cet enjeu-là. On a cru, si le journal du dimanche sort bien un dimanche, que ce dimanche, le ministre nous avait suivis, puisqu'il avait effectivement validé notre position, en tout cas dans ses propos du JDD d'aujourd'hui. Donc, en la matière, juste une question, puisque ce projet de loi, comme vous l'avez indiqué, va passer à l'Assemblée nationale prochainement. Vous avez été auditionné par la commission de l'Assemblée nationale en décembre, je crois. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la façon dont pourraient s'appliquer ces dispositifs si le texte allait jusqu'au bout, avec effectivement les propositions que nous avons faites au Sénat et nous l'espérons suivies par le ministre et à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question qui a trait au rapport de la Cour des comptes. Je rappelle pour mes collègues, je ne sais pas s'ils ont suivi ça, mais nos collègues de la Commission des finances au Sénat ont saisi la Cour des comptes sur un enjeu un peu spécifique, puisqu'il s'agissait effectivement de savoir comment on pouvait prendre en compte les territoires dans la politique nationale de l'emploi. Et la Cour des comptes a rendu son rapport mercredi dernier. Nous étions présents, en tout cas avec un administrateur du Sénat, pour écouter la Cour des comptes sur ce sujet-là. Et une des préconisations de la Cour des comptes était de simplifier les processus et de mettre fin à la juxtaposition du service public de l'emploi et du réseau pour l'emploi. Est-ce que vous avez en la matière une réponse sur ce sujet? Et enfin, dernière question qui a trait au dialogue social et qui rentrera dans 2 sujets que vous avez évoqués dans vos propos introductifs, la rupture conventionnelle et les transfrontaliers, les travailleurs transfrontaliers. Enfin, vous ne l'avez pas évoqué, mais je sais que vous l'avez en tête. La rupture conventionnelle donne aujourd'hui lieu à discussion entre les partenaires sociaux, avec la nécessité peut-être de trouver un chemin d'équilibre entre de la souplesse en matière de rupture de contrat, mais également des enjeux financiers que vous avez cités. Est-ce que, à défaut pour le moment d'avoir un accord des partenaires sociaux et de l'UNEDIC, vous avez déjà mis en place un certain nombre de processus? Et sur les travailleurs transfrontaliers, dont on sait aussi qu'il y a un enjeu qui est européen, sur lequel pour le moment nous n'avons pas encore de possibilité d'avancer, est-ce que vous avez mis en place des processus peut-être un peu plus souples en attendant d'avoir en la matière un accord là au niveau européen? Voilà mes 3 questions. Vous pouvez peut-être répondre parce que c'est un petit peu long, sinon après on prendra 3 ou 4 questions. D'accord. Sur le PJL fraude, donc effectivement, comme vous l'avez dit, il sera voté à l'Assemblée nationale. Je vous remercie. On a été auditionné et on a pu avoir des échanges très fertile, et merci de votre écoute sur le sujet. Il y a pas mal de choses du coup qui sont embarquées dans le projet. Voilà, on ne peut pas prompter ensuite le vote final. Il y a 1 ou 2 sujets qui ont fait un petit peu débat, et par rapport à des choses sur lesquelles nous on avait énoncé que c'est sûr que pour pouvoir lutter contre la fraude à la résidence ou au voyage, enfin voilà, on a quand même de temps en temps tendance à être un peu pris pour un tour opérateur par certains utilisateurs quand même du service public de l'emploi, et donc de pouvoir lutter quand même contre ces abus-là, c'était important. Maintenant, je comprends que la consultation des fichiers sur les compagnies aériennes, c'est quelque chose d'un petit peu compliqué au-delà du signal que ça pouvait donner quand même aux situations d'abus là-dessus. Et je pense que c'est aussi à regarder tous les outils qui nous sont mis à disposition, tout ce qui se passe notamment avec les opérateurs téléphoniques ou etc., pour pouvoir recouper en fait les informations, pour pouvoir matérialiser les fraudes et du coup avoir des effets concrets là-dessus. Donc voilà, on va voir comment tout ça aboutit, mais c'est des sujets qui sont vraiment d'importance pour que nous on puisse être beaucoup plus efficaces. Qu'on sait très bien qu'il y a encore clairement des gisements et des abus aujourd'hui sur lesquels on n'est pas outillé, on ne peut pas matériellement lutter contre les pratiques de certains fraudeurs. Sur la Cour des comptes, écoutez, alors
moi, le débat, je pense qu'il n'est pas sur le service public de l'emploi ou réseau pour l'emploi ou etc. Honnêtement, en plus de ça, c'est le sujet du réseau pour l'emploi. Je dirais qu'il a peut-être une vision plus élargie, d'ailleurs, que le service public de l'emploi. On va dire que c'est un service public de l'emploi plus élargi. Il a été acté par le projet de loi ou etc. Donc, nous, on parle du réseau pour l'emploi avec l'ensemble des acteurs. En revanche, là où on partage complètement la vue de la Cour des comptes, c'est sur les enjeux de simplification. Et d'ailleurs, c'est quand même des sujets qu'on avait discutés. C'est pas de mettre les comités. On a mis en place des comités locaux pour l'emploi, des comités départementaux pour l'emploi et des comités régionaux pour l'emploi. C'est pas pour qu'on continue de maintenir tout un tas de comités à côté, des CDIAE, des CTA, des PRIT, où de temps en temps on recrée des gouvernances, un service public de l'emploi, de l'autonomie, ou etc. Où il me semble qu'il faut qu'on fasse attention à ce que tout ce qui concerne l'attractivité, l'orientation, l'insertion, l'emploi pour accompagner le développement économique et social des territoires se fasse dans une seule unité d'animation, de coordination et de pilotage. Et donc, moi, je me réjouis que la Cour des comptes propose ça, parce que la rationalisation des gouvernances, c'est aussi de la simplification dans l'action et une meilleure lisibilité aussi pour les citoyens. Donc, je pense que dans la mise en œuvre de l'esprit de la loi que vous avez, qui a été votée, il faut être attentif à ce que parfois les réflexes qu'on peut avoir de maintenir quand même les comités les uns les autres, qu'au bout d'un moment, on termine vraiment de rationaliser ça. Et pour le moment, je crois qu'on est au milieu du chemin. Donc, ce rappel à l'ordre de la Cour des comptes me semble bienvenu. Sur les comportements abusifs, vous avez... Alors, il y a sur les ruptures conventionnelles et au-delà d'ailleurs, je sais que les partenaires sociaux, et donc ça je ne vais pas préempter les discussions qui sont entre partenaires sociaux sur les propositions pour améliorer le système du régime d'assurance chômage. Ce qui est certain, c'est que nous on travaille main dans la main et de façon beaucoup plus rapprochée avec les services de l'UNEDIC depuis quelque temps, parce que pour simplifier et améliorer d'ailleurs l'accès aux droits justes des chercheurs d'emploi et de lutter contre les complexités administratives, parfois c'est à la croisée entre celui qui écrit la règle et celui qui la met en œuvre. Et donc, plus nos services travaillent bien ensemble, plus on va simplifier. Et cet esprit-là, en fait, de travail opérationnel, en fait, on l'a aussi avec les partenaires sociaux pour venir alimenter opérationnellement la mise en œuvre des idées et des propositions qu'ils mettent sur la table. Typiquement sur les transfrontaliers, c'est vrai qu'il y a les discussions sur le 883. On espère que la présidence chypriote, mais j'ai cru comprendre ces derniers jours que c'était pas forcément gagné qu'on puisse le mettre, que ce soit à l'agenda, mais c'est quand même 800 millions d'euros de pertes pour le régime d'assurance chômage du fait des transfrontaliers, principalement suisses et luxembourgeois, et de quelques autres pays où, vous savez, en fait, ils vont travailler en Suisse ou au Luxembourg, et ensuite, ils sont indemnisés en France, et on n'est pas remboursé par les pays tiers à due concurrence de leurs coûts. Donc ça nous coûte 1 milliard, ils nous remboursent 200 millions, ça coûte 800 millions à la collectivité française, aux caisses de l'UNEDIC. Et donc là, il y a à la fois la discussion, effectivement, au niveau européen, pour régler, rééquilibrer en fait ce qui est quand même une situation où la France paye pour les autres, si on se dit concrètement les choses. Mais ça ne doit pas nous interdire, nous, France Travail, de mettre en place, et vous avez raison, on l'a mis en place depuis maintenant 1 an, et ça commence à produire ses fruits, un accompagnement des personnes qui reviennent de ces pays tiers pour s'assurer qu'ils ne vont pas rester trop longtemps en indemnisation chômage, compte tenu des niveaux, en plus de ça, d'indemnité qu'il y a là. Et donc, on est dans une activation maximale de leur retour à l'emploi. Et donc, c'est sur ces 2 volets, opérationnels et réglementaires, que nous travaillons. Et c'est vrai pour les partenaires sociaux, pour les services du ministre, évidemment, et aussi dans le cadre européen. On a eu un échange, moi j'ai eu un échange il y a une dizaine de jours avec le représentant permanent de la France à la Commission européenne, parce que l'action du coup de France Travail est un des leviers de négociation pour pouvoir faire aboutir le 883. Voilà pour ces points-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à peu près à tout. Brigitte Bourguignon. Merci, monsieur le directeur. Alors, d'abord, merci pour votre présentation. On peut imaginer et entrevoir, d'après ce que vous dites, le plein emploi, la méthode a changé, les résultats sont tangibles.
Pourtant, le chômage demeure une préoccupation majeure pour les Français et le discours ne suffit pas à rassurer. Je dirais même qu'il est vécu de manière paradoxale. Je prends mon département en référence. Quand on a des annonces comme nous avons, et j'associe Cathy à Pourceau, comme Arc International, et qu'on sait la perte d'emploi qu'il va y avoir dans une main-d'œuvre qui était pourtant suivie et qui avait été pourtant aidée dans une entreprise aidée, dans un discours aussi d'intention de réindustrialisation très forte dans mon secteur. Tous ces soubresauts économiques sont vécus encore plus durement par les salariés. Donc je voulais savoir quel dispositif était déjà prêt pour accompagner ces plans, notamment autour d'ArcelorMittal aussi encore, puisqu'il y avait aussi une question de perte d'emploi. La deuxième question, elle tournera plutôt autour de l'insertion sociale, que d'accord, vous partagez en compétences avec les départements, mais pour autant, il y a quand même une menace récurrente sur les maintiens des postes et les financements des postes, et souvent, pour les structures d'insertion sociale et professionnelle, un manque de visibilité et souvent même une rigidité dans un manque d'adaptabilité, c'est dur à dire, des DRETS par rapport aux postes attribués chaque année à ces structures d'insertion. Or, pour moi, une politique de l'emploi commence par justement le public qui en a le plus besoin et commence par ça. Donc voilà, tout ça ne doit pas nous inciter non plus à affaiblir nos positions sur le fait qu'il y a beaucoup de situations individuelles derrière tout ça et que... ni à affaiblir le filet de sécurité qu'est l'assurance chômage qui est souvent menacée. Voilà, merci. Parole à Anne-Sophie Romani. Merci, monsieur le directeur. Deux questions. La première sur les défaillances d'entreprises et notamment les entreprises industrielles qui connaissent une hausse marquée avec des conséquences lourdes en matière d'emploi et de compétences dans les territoires. Comment analysez-vous les causes structurelles de cette dynamique? Les dispositifs actuels d'accompagnement et d'anticipation, prévention, reconversion, formation, vous paraissent-ils suffisamment réactifs et coordonnés pour éviter des destructions d'emplois durables, notamment dans les bassins industriels? Et à l'inverse, comment calibrez-vous les formations adaptées aux besoins industriels dans les territoires? Comment tendre vers le sur-mesure dans un souci d'efficacité? Ma deuxième question concerne le CEJ et les risques d'effet d'habitude à l'allocation. S'agissant du contrat d'engagement jeune, il était présenté comme un levier d'insertion exigeant, fondé sur des droits et des devoirs. Les 15-20 heures d'activité hebdomadaire sont souvent modulées. Ces ajustements prennent en compte des contraintes territoriales concrètes, indépendantes bien souvent de la volonté des bénéficiaires, comme l'absence d'ateliers à proximité ou des difficultés de transport en milieu rural. Par ailleurs, l'allocation versée n'étant pas fléchée, elle ne contribue pas toujours directement aux objectifs d'insertion professionnelle et sociale. Pourtant, sur le terrain, certains acteurs nous alertent sur un risque de banalisation de l'allocation, avec des entrées rapides dans le dispositif et un accompagnement parfois inégal selon les territoires, comme je viens de le dire. Comment évitez-vous que le CEJ ne devienne, dans les faits, un revenu de substitution temporaire plutôt qu'un véritable tremplin vers l'emploi? Disposez-vous d'indicateurs précis sur les sorties durables vers l'emploi ou la formation qualifiante et sur le taux de réinsertion après la fin du dispositif? Comment garantissez-vous que l'exigence d'engagement soit réellement appliquée et contrôlée? Enfin, un travail est-il mené pour envisager des aides plus ciblées? Je pense notamment, pourquoi pas, à des chèques jeunes qui seraient dédiés vraiment à la mobilité ou à l'ameublement, en tout cas des aides un peu plus fléchées sur de l'insertion et une politique telle qu'elle a été envisagée dès sa création. Je vous remercie. Monsieur le directeur, c'est à vous et on a encore 8 intervenants derrière. Ok. Bon, je serai court, puis si jamais c'est trop court, bah vous me recontacterez derrière. Sur le point de ARC et plus généralement de l'accompagnement des défaillances, c'est un petit peu comme pour tout d'ailleurs. En fait, pour pouvoir bien accompagner ce type de projet, il faut qu'il y ait une coopération et du lien. Si les services de l'État, France Travail, la région, les équipes de l'entreprise et les partenaires sociaux qui sont autour travaillent bien ensemble, on peut faire des choses bien plus efficaces. C'est un petit peu l'esprit dans lequel on aborde en fait les sujets. On l'avait fait d'ailleurs à Bridgestone aussi, qui avait été
ou Brandt plus récemment. Et là, sur Arc, on était lundi sous l'autorité des 2 ministres dans une rencontre avec les partenaires sociaux. Il y avait aussi le président de la région, les services de l'État. Et l'idée, c'est à chaque fois de mettre en place, d'anticiper, ce qu'a dit le ministre, hein, d'anticiper, parce que là, pour le moment, les décisions ne sont pas prises, donc on ne connaît pas encore les impacts. Mais c'est notre responsabilité que d'anticiper la mécanique pour faire en sorte que le jour où ça se déclenche, ça va très vite. C'est souvent difficile à vivre pour les personnes et pour le territoire autour. Et donc, c'est comment, en fait, on accompagne chaque situation, parce qu'entre ceux qui vont éventuellement partir à la retraite, ceux qui vont avoir besoin de se reconvertir, ou etc., les solutions doivent être personnalisées. Et donc, là-dessus, moi, ce que je veux, en tout cas, valoriser ici, c'est le fait que quand on a les collectivités, l'ensemble des collectivités d'ailleurs, hein, parce qu'il y avait les départements, les maires, les intercos, le président de la région, chacun mobilise ses ressources. France Travail, comme coordination aussi opérationnelle, en tout cas c'est la demande qui a été faite par l'ensemble des acteurs, mais aussi les services de l'État, et bien là on peut proposer peut-être quelque chose qui va au moins faire en sorte d'apaiser, d'amortir le plus possible des circonstances qui sont toujours compliquées. Et je ferai le pendant avec d'autres dossiers dont vous avez parlé, parce que vous avez parlé de Dunkerque, et typiquement il y a aussi d'autres entreprises en revanche qui recrutent, hein. Je vous parlais de Vercors, hein, 500 et on a encore 700 recrutements à faire. Prologium qui vient d'être inauguré. La deuxième tranche, par exemple, de EPR sur Gravelines. Il y a aussi des projets de développement. Et d'ailleurs, c'est les élus qui nous l'ont rappelé. Il y avait 13 000 personnes à Arc. Il n'y en a plus que 3 500. Mais l'action des élus, concertée avec les acteurs du territoire, a fait qu'année après année, ils ont pu recréer autant d'emplois en attirant des nouvelles entreprises, en réindustrialisant un certain nombre de... Et donc, vous voyez que cette action collective, qui est l'esprit même de la loi pour l'emploi, si nous, on fait bien notre boulot, France Travail, d'être en appui des collectivités, des services de l'État sur cette dimension-là, on prend notre part pour pouvoir accompagner les transitions vers des métiers qui changent, des entreprises qui ferment et puis d'autres qui ouvrent. Sur les inscrits on est au milieu du gué, on ne va pas se raconter d'histoire hein, sur la mise en place de la loi pour l'emploi, mais on l'avait dit que ça serait quand même très compliqué. Inscrire, c'est une chose, mais ensuite, il faut faire le diagnostic, connaître la personne, et ensuite pouvoir la positionner sur le bon accompagnement. Et c'est une ingénierie qui est d'une complexité évidemment très forte, qui peut être mis plus rapidement et plus efficacement en place avec des départements qui font un certain nombre de choix, hein, parce que quand on parle des interopérabilités des systèmes, moi j'observe que certains acteurs éditeurs de départements, en fait, ça fonctionne très bien avec eux. Et puis d'autres qui ne jouent pas le jeu, ça ne fonctionne pas du tout. Mais si l'éditeur privé que choisit le département ne joue pas le jeu, nous, on peut accompagner, on peut créer les API, mais il y a un moment donné, soit il faut changer d'éditeur, soit il faut que l'éditeur change sa stratégie là-dessus. Parce que ça, du coup, ça fait des pénibilités et les doubles saisies, ou etc., que ne comprennent pas derrière les acteurs sur le terrain, mais qui sont en partie quand même assez importante, indépendante de notre volonté. Vous parliez de Charente-Maritime, typiquement Charente-Maritime, j'étais en Charente-Maritime il y a 15 jours ou 3 semaines, avec la présidente du département et les équipes, qui saluaient, on s'auto-saluait d'ailleurs, parce que en fait, la coopération était efficace, mais au lieu de se poser des problèmes et de se renvoyer des anathèmes, en fait, le fait d'avoir une coopération, et du coup, la demande, c'est du SI commun, de l'orientation partagée, du contrôle, qu'on soit dans quelque chose où on est vraiment dans la co-construction et la coopération. Quand on est dans la co-construction et la coopération, c'est plus 30 points de retour à l'emploi des bénéficiaires du RSA, et c'est moins de bénéficiaires du RSA, et donc c'est des économies. D'ailleurs, ils en ont fait 18 millions d'euros d'économies dans le Finistère. Madame Marcy soulignait aussi qu'elle avait fait des économies sur le RSA, et du coup, on est dans un cercle vertueux, parce qu'avec ces économies, on peut en réinvestir un petit peu dans l'accompagnement intensif, et faire aussi, rétablir aussi les comptes du département. Et donc, on a devant nous, là pour 2026, d'accélérer quand même sur l'interopérabilité, mais avec ce défi des éditeurs, et où là, on travaille avec les départements pour quand même mettre un petit peu la pression sur ceux qui ne jouent pas le jeu. Nous, de notre côté, France Travail,
On avait aussi des transformations à faire qui sont massives pour pouvoir mettre à disposition des outils communs utilisables par tous. Enfin, en termes techniques, numériques, organisationnels et managériels, c'est quand même massif. Vous avez une démonstration, une preuve concrète que ça y est, on sait faire marcher ça, c'est sur l'entreprise. Là, vous pouvez aller dans n'importe quelle de nos agences, vous demandez Oscar, est-ce que ça marche? C'est l'outil entreprise qu'on met à disposition. Ils vous diront que ça marche. Par contre, sur l'indemnisation et l'accompagnement, le passage en mode produit, c'est plus complexe, mais c'est en cours, sur la même méthode. Et on va pouvoir commencer à délivrer en 2026 des choses plus probantes et plus concrètes qui vont accélérer un petit peu le mouvement et on sera au bout du tunnel en 2027. On a le sujet du SI partagé et commun avec Cap Emploi, mais aussi avec les missions locales et j'ai envie de dire avec tous les acteurs du réseau Pôle emploi qui veulent le faire, c'est-à-dire d'avoir un SI qui est pensé par tous et pour tous là-dessus. Bon, moi j'entends qu'on est en retard. Non, on a toujours dit, en tout cas, enfin moi de façon constante, c'est énorme, enfin comme chantier, on était d'accord avec les missions locales que ce serait en juillet 2027. Et d'ailleurs, c'était en co-construction avec l'UNML. Pourquoi? Parce que pour pouvoir déployer ce type d'outil, il vaut mieux l'avoir testé sur le terrain et l'avoir sécurisé avec les utilisateurs eux-mêmes avant de le déployer trop rapidement et que ce soit un accident industriel comme on a pu en connaître dans d'autres domaines. Donc on est sur cette feuille de route-là. Elle est déjà très ambitieuse, elle n'est pas simple, mais en tout cas pour le moment on reste là-dessus. Et j'ajouterai quand même l'application. Il y a eu quand même beaucoup de progrès qui ont été faits quand même par les chercheurs, enfin pour les chercheurs d'emploi avec les applications qu'on a quand même fortement simplifiées. Et j'espère qu'à l'horizon septembre 2026, on sera capable de livrer pour toutes les personnes qui le souhaitent, inscrits à France Travail, mais j'ai envie de dire même n'importe quel chercheur d'emploi, une appli Mon Parcours France Travail qui permettra l'orientation, l'accompagnement, etc. de façon totalement personnalisée et embarquant aussi des services d'intelligence artificielle pour pouvoir personnaliser parce qu'on a 7 900 000 inscrits, mais il n'y en a pas un seul qui ressemble à l'autre. Et donc il faut que l'alliance entre le numérique là-dessus et l'humain de nos conseillers fonctionne à plein et donc ça se matérialisera quand même sur le deuxième semestre 2026. Ça serait quand même déjà une sacrée prouesse de nos équipes de la DGATech. Voilà, sur l'ASE, je prends le point. En fait, enfin, le point est pris, il est en train d'être travaillé là-dessus sur cet effet de bord, entre guillemets, enfin, mais désolé de... Ce qui ne veut pas dire que, pour le coup, en revanche, et c'était d'ailleurs dans mon rapport de préfiguration de France Travail, le travail sur les sortants de l'ASE de manière générale, et les MNA aussi, c'est un sujet sur lequel on commence à avancer avec certains départements, et sur lequel il y a beaucoup à faire, un petit peu dans le même esprit qu'Avenir Pro, etc., enfin, désolé de la comparaison, où quand on travaille les services du département avec France Travail et les missions locales, parce que sur ces sujets-là, les missions locales sont évidemment embarquées, entre le volet accompagnement à l'emploi que nous savons faire et la prise en charge sociale des services du département, un peu comme l'esprit du RSA, ça pourra fonctionner. Mais là, on a plutôt tout à faire, on a plutôt tout devant nous, là où sur le RSA, on est en phase de généralisation. Voilà, les outils numériques, du coup, j'y ai répondu brièvement. RSA agriculteurs, on avait déjà, ils sont évidemment... un agriculteur travaille largement plus que 15 heures, donc il est exonéré du principe des 15 heures, ce qui ne nous exonère pas. Et on fait dans un certain nombre de départements, je pense, j'ai en tête par exemple le comité local de Pau, par exemple, mais dans la Creuse, on a travaillé aussi dessus, où on travaille main dans la main avec la MSA, avec les chambres des métiers d'agriculture, parce que là, c'est pas notre responsabilité à France Travail seul. On peut l'identifier, on peut y participer, mais dans une coalition d'acteurs avec les acteurs de l'agriculture. Et je vous donne rendez-vous au Salon de l'Agriculture où on signera avec l'ensemble des acteurs, des syndicats agricoles, des acteurs de l'insertion et de la formation et France Travail pour améliorer justement notre mobilisation d'accompagnement sur tous les enjeux d'emploi et de reprise auxquels le monde agricole est confronté. Voilà, RSA, les métiers en tension, j'en prendrai un, mais on pourrait les prendre tous, mais vous avez mentionné les métiers de la santé et du soin. Je pense aussi que là, franchement, si on regarde le nombre d'acteurs qu'il y a sur ces sujets-là, c'est aussi là-dessus que c'est plutôt la tragédie d'exécution quand même sur ces sujets-là où on en parle depuis longtemps. Et donc, notre démarche, c'est toujours la même. Là, vous avez un site qui s'appelle prendresoin.fr qui commence à bien marcher, qui est une co-construction, certes
porté par France Travail, mais avec l'ensemble des acteurs des métiers du soin et de l'humain, et qui permet de mettre en visibilité les métiers, les offres de formation, les offres d'emploi, et d'accompagner là-dessus. Et donc ce travail en filière est aussi décloisonné. Par exemple, je salue la démarche de la CNSA, où on travaille main dans la main pour faire en sorte, plutôt que d'avoir des systèmes les uns à côté des autres, de mutualiser nos ressources, de mutualiser nos expertises pour être un peu plus efficace dans les territoires. Sur le ciblage sur les formations, donc on a un travail à la fois sur le ciblage pour proposer les formations, et c'est pour ça qu'on a baissé les dépenses, tout en augmentant l'impact de nos formations cette année. Donc vous voyez, on peut faire des économies de temps en temps et avoir aussi un petit peu plus d'impact. Comment on a fait ? En fait, on a mieux ciblé. Par exemple, les formations, en moyenne, ça a un effet d'emploi de 9 points, en moyenne. Mais par contre, sur les seniors, c'est plus 17. Sur les personnes en situation de handicap, c'est plus 12. Eh bien, donc, on travaille à faire en sorte que ceux qui en ont le plus besoin et sur lesquels la condition pour retrouver un emploi, c'est la qualification, et on cible plus sur ces personnes-là. Et la deuxième chose, c'est qu'on a dépensé beaucoup moins d'argent sur des formations sèches. Moi, je vous l'avais dit, je ne crois pas aux formations sèches à des métiers. Par contre, une formation à un métier avec une entreprise derrière qui recrute, ça marche. On a 89% de taux de retour à l'emploi durable à 12 mois sur ces formations-là. Donc, c'est pour ça que je vous disais, il y a des endroits où on peut faire des économies, mais faites attention à ne pas nous mettre trop la pression sur des budgets sur lesquels il y a un impact social très positif, économique très positif et d'effet budget très positif aussi. Voilà. Et puis, sur l'allocation SAIG, alors, je prends le risque, et il y a toujours un risque dans tout dispositif ou etc., qu'il y ait certains cas, et je ne peux pas vous dire que sur les 85 000 jeunes en contrat d'engagement jeune, il n'y en ait pas quelques-uns sur lesquels ça a pu avoir un effet de ou etc. Mais honnêtement, c'est quand même assez marginal. On suit, non mais vraiment, et on le travaille en plus de ça avec les acteurs, je pense notamment aux organisations patronales, aux filières, aux chambres de métiers, parce qu'ils avaient peur que ça fasse concurrence à l'apprentissage, par exemple, là-dessus. D'abord, on est à 19 heures en moyenne d'accompagnement sur le SAIG. Je parle pour côté France Travail. J'ai plus tout à fait les chiffres en tête, mais franchement, mission locale, c'est sensiblement la même chose. Et oui, bien sûr. Non, mais je fais pas de, c'est pour ça que je fais pas de comparaison là-dessus. Mais globalement, l'intensité, on est au rendez-vous de l'intensité. Maintenant, il y a des situations où de temps en temps, un jeune, il est à 10 heures et puis d'autres à 30 heures. Honnêtement, moi, je vais vous le dire, je me lève pas le matin sur les 15 heures. Je me lève le matin sur est-ce que ça accélère les parcours et est-ce que ça augmente le taux de retour à l'emploi. On a plus de 50% de taux de retour à l'emploi post-SAIG. Alors, on peut encore s'améliorer. Je pense notamment aux immersions professionnelles. Les immersions professionnelles, on en avait parlé dans cette enceinte. On est quand même passé de... On a encore fait... alors là, j'ai plus le chiffre, mais je crois que c'est plus 30 ou plus 40%. On a franchi la barre historique des 500 000 immersions professionnelles cette année. 500 000. Et allez regarder sur Immersion Facilité, dans votre territoire, combien il y en a, je peux vous dire que tout est en croissance. Et on vise maintenant le million là-dessus, parce qu'il n'y a rien de mieux. Plus de 70% de taux de retour à l'emploi après une immersion professionnelle. Donc les fiches, tout ça, c'est bien. Les trucs théoriques, c'est bien. Mais quand on fait une rencontre et qu'on met un jeune, ou un moins jeune d'ailleurs, dans une entreprise, pendant une semaine, 2 semaines, la plupart du temps, ça se passe bien. Et du coup, ça permet en plus de ça de dépasser les « je suis trop jeune, pas assez expérimenté »,« je suis trop vieux ». Trop cher ou trop expérimenté, ou en situation de handicap, d'ailleurs, sur l'emploi des personnes en situation de handicap. Ce qui m'amène du coup à votre question, Madame la sénatrice, sur l'emploi des personnes en situation de handicap. Alors, il y a des sujets qui, franchement, progressent. Mais d'ailleurs, j'en suis pas comptable parce que ça a été, les graines ont été plantées avec le rapprochement de Cap Emploi en 2022. Ça continue de produire des effets et j'observe que pour une fois, dans un moment où le marché du travail se dégrade, à chaque fois, la règle constante, c'est que les personnes en situation de handicap payaient un prix beaucoup plus fort que les autres sur le champ du marché du travail. Et bien là, l'emploi des personnes en situation de handicap résiste presque un peu mieux que la moyenne sur le marché du travail. Est-ce que c'est satisfaisant? Non, parce que, et comme vous l'avez dit, on est quand même encore à 12% de taux de chômage, là où on est à 7,5 en moyenne, donc il y a encore un écart à franchir.
Là-dessus, on travaille sur, l'accessibilité universelle. Et d'ailleurs, je vous invite à échanger avec le président de la CNCPH, qui est venu sur place, d'ailleurs, il y a un mois, pour se rendre compte des efforts d'accessibilité universelle de nos services numériques et physiques en agence, et de tous les progrès qui sont en train d'être faits. Il ne faut pas baisser la garde là-dessus, mais en tout cas, on investit de façon massive là-dessus, parce que la première des choses qu'on doit aux personnes en situation de handicap, c'est pas de faire des systèmes à côté, mais que déjà, ils accèdent aux droits communs, aux formations de droits communs, etc., et un peu plus que les autres, si possible. Et ça, c'est notre stratégie, et donc ça passe par l'accessibilité universelle. Et après, il y a le deuxième point dont vous avez parlé, c'est les mesures de la CNH que le président Mouillet connaît bien, sur l'orientation. Là, pour le moment, on est plutôt en phase de test sur quelques territoires, ce qu'il faut qu'on soit prêt pour le 1er janvier 2027. Je ne vous cache pas que je suis un peu inquiet. Enfin, je suis un peu inquiet sur notre capacité à être opérationnel sur l'ensemble du territoire, sur cette mesure-là de façon efficace, au-delà des textes, et puis de dire tout va bien, ou etc., parce que c'est dans des décrets ou dans des circulaires. Mais concrètement, sur le terrain, c'est un vrai défi. Par contre, ça progresse. On a signé des partenariats France Travail avec tous les ESAT, par exemple, de France. On apprend à travailler les uns avec les autres de plus en plus. Et c'est aussi cette coopération locale qui est en train de monter en puissance qui va nous permettre de faire des meilleures orientations en fonction des besoins et des situations des personnes et des opportunités qui sont proposées sur le territoire. Donc ça, je pense qu'il faudra vraiment le suivre de près comme le lait sur le feu, parce que c'est très ambitieux. C'est pas gagné, c'est compliqué, mais on va y arriver. Voilà. Et protection des données, madame, vous avez complètement raison. Alors bon, d'abord, et je l'ai dit, si vous voulez, moi je remets pas, évidemment, enfin puis d'ailleurs, je sais même pas si il n'y a pas lieu de remettre en cause une décision, etc. Mais la protection des données, la cybersécurité, c'est un enjeu central. Mais quand je dis ça, c'est pas une formule, c'est que je pense que moi j'ai bossé, j'étais entrepreneur dans l'insertion certes, mais dans des métiers, certains métiers qui pouvaient être très accidentogènes. Je pense par exemple au métier du BTP ou etc. Et il y a eu un moment donné quand même dans ces secteurs-là où ils ont pris conscience que la sécurité, on peut toujours, c'était numéro 1, priorité numéro 1. Et ça s'est traduit par des taux d'ATMP qui évoluent, etc., des obligations sur les formations, des obligations sur les SST, etc. Et ma cybersécurité, je pense c'est là où il y a une prise de conscience qu'il faut qu'on ait collectivement sur comment on met la cybersécurité en priorité numéro 1 de tout ce qu'on est en train de mettre en place. L'année dernière, on a eu 9605 attaques. France Travail. On en a déjoué 9601. C'est 4 de trop. Mais on en a quand même déjoué 9601. On a 2 sujets sur la cybersécurité. On a la sécurité de nos systèmes d'information pour que les attaquants ne puissent pas pénétrer nos systèmes. Ça, pour le moment, tout ça, on a toujours réussi à rejeter ça. Et heureusement, parce que quand ils arrivent à rentrer dans le système, là, ça peut être catastrophique, parce que c'est les systèmes de rançongiciel où ils peuvent bloquer le système là-dessus. Et on a le deuxième, qui est comment ils vont utiliser ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale, c'est-à-dire un utilisateur qui va donner ses mots de passe et qui va permettre après d'ailleurs de rentrer dans le système. C'est ce qui s'est passé en début 2024, au moment où je suis arrivé, avec, là, à l'époque, c'était un Cap Emploi, qui n'était pas en double facteur, etc., qui avait passé son... Ensuite, on l'a eu avec une mission locale, on l'a eu avec un organisme de formation, et un quatrième sur aussi un autre partenaire de Réseau pour l'emploi. Je vous dis ça pourquoi ? C'est parce que, du coup, ce qu'on a mis en place, au-delà de tous les investissements cyber qu'on a, c'est maintenant formation obligatoire pour utiliser le système d'information. Ça paraît bête, mais maintenant qu'on soit France Travail, Mission Locale, Cap Emploi, Impli, un organisme de formation, et ben en fait, pour conduire la voiture, il faut le permis de conduire, et donc on fait des formations obligatoires pour tout le monde. Monique Lubin. Merci, Monsieur le Président. Plusieurs petites questions. La baisse d'effectifs conséquente à France Travail et le nombre accru de personnes inscrites à France Travail suite aux dernières réformes n'entre-t-il pas en contradiction avec la volonté déclarée de mettre en œuvre un suivi plus personnalisé des personnes en recherche d'emploi? Vous en avez un peu parlé. Vous avez parlé notamment de débureaucratisation. C'est le terme que vous avez utilisé. Bon, est-ce que ça veut dire que les gens étaient derrière des bureaux et qu'ils n'accompagnaient pas efficacement? Je voudrais comprendre.
Vous avez aussi parlé, je voulais vous poser une question sur les bénéficiaires du RSA. Vous avez largement répondu, mais moi je vais vous dire ce que je pense. Il y a quelque chose qui s'appelle l'accompagnement global, qui existe depuis très longtemps dans des départements, entre conseils départementaux et France Travail. Il aurait peut-être suffi, avant de faire des effets d'annonce, parce que les 15 heures en entreprise, j'ai des doutes sur le fait que ce soit réellement appliqué, il aurait peut-être suffi de généraliser l'accompagnement global dans tous les départements et de demander à tous les départements de l'appliquer. Ensuite, une question plus spécifique. Dans un contexte géopolitique tendu, alors que monte en puissance l'industrie de défense, France Travail va créer une structure nationale dédiée au recrutement dirigée par un général de l'armée. Pour pourvoir des dizaines de milliers d'emplois, France Travail travaillera en lien étroit avec l'armée et les grands industriels du secteur. Pouvez-vous nous indiquer si ces grandes entreprises et si le ministère de la Défense vont contribuer financièrement à ces nouvelles missions de France Travail ? On analyse beaucoup les trajectoires, c'est différent, des personnes inscrites à France Travail, mais beaucoup moins celles qui en sortent sans avoir retrouvé d'emploi, que ce soit par découragement, radiation ou non-recours. Comment France Travail suit-elle aujourd'hui ces sorties dites invisibles ? Sont-elles considérées comme des réussites statistiques ou comme comme des situations d'échec de l'accompagnement ? Et quels enseignements en tirez-vous sur l'évolution des politiques publiques de l'emploi ? Et deux dernières choses qui sont liées à l'activité immédiate. J'ai entendu ce matin au journal de France 2 un sujet sur les jeunes diplômés dont l'entrée en emploi s'avère plus difficile, avec une concurrence de l'intelligence artificielle et des déclarations de certaines personnes dans les sphères du patronat qui disent que finalement, l'apport des juniors est nettement moins intéressant depuis que l'IA est arrivée, ce qui est quand même particulièrement inquiétant. Et dernière chose, je viens d'entendre mon collègue Chassaing parler des demandeurs d'emploi, des personnes handicapées. Les budgets votés dernièrement vont considérablement réduire l'aide aux structures, et notamment à l'Union nationale des employeurs, je ne retrouve pas le terme, excusez-moi, mais aux structures qui emploient des personnes, à l'UNEA, merci, à l'UNEA, et d'ores et déjà, des suppressions d'emplois en nombre important sont annoncées dans toutes ces structures. Comment allez-vous pallier ce problème-là ? Solange Nadille. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur Général, je vous remercie pour vos premiers propos, vos premières analyses. Vous avez évoqué un déplacement à La Réunion, et donc moi je vais revenir sur les chiffres que je connais pour nos DROM. 16,8% de taux de chômage en Guyane, 16,7% à La Réunion et en Guadeloupe, en Martinique un peu moins, 14,4%. Donc, on constate, monsieur le directeur régional de Guadeloupe constate une hausse des licenciements économiques. En une année, c'est 19% de plus. Mais aussi, il s'inquiète et s'inquiète ouvertement d'un désengagement programmé de l'État en matière de formation professionnelle. L'État, en matière de formation professionnelle, pour nos publics les plus éloignés de l'emploi, la formation est le seul levier de réinsertion. Pouvez-vous nous confirmer ici que les crédits de formation pour les DROM seront sanctuarisés ou devons-nous nous attendre à une hausse des parcours, une baisse des parcours d'insertion en 2026 ? J'aimerais avoir votre position sur le sujet. Une deuxième question pour vous dire que je vais faire le lien, puisque vous en avez parlé, entre l'aller vers et la fracture numérique. Vos études Panorama confirment une fracture numérique et un électronisme majeur en Guadeloupe. À Marie-Galante ou dans l'archipel des Saintes en Guadeloupe, l'accès aux services de France Travail ressemble réellement à un parcours du combattant. Au-delà des chiffres globaux, quelles mesures concrètes de proximité physique comptez-vous déployer pour ne pas laisser de côté les populations des îles du Sud, pour qui la dématérialisation apparaît plutôt comme une barrière plutôt qu'une aide? Et enfin, par rapport à ma position de rapporteur pour le dispositif de la LODEOM, j'aimerais entendre votre avis sur l'effet créé par cette LODEOM sur une smicardisation des salaires en Outre-mer. Merci beaucoup. Merci bien. La parole à Anne Suris.
Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Directeur de cette présentation. Donc, moi j'ai des petites questions parce que beaucoup de choses ont été quand même beaucoup dites depuis le début, mais en tout cas 3 points. Un point sur la question des seniors. J'aimerais bien savoir le chiffre actuel et la moyenne de taux de chômage des seniors, parce qu'on dit toujours qu'il faut qu'ils travaillent plus longtemps, mais moi j'aimerais bien savoir ce qu'il en est, ce que vous arrivez à faire, ce qui est possible de faire, l'état des lieux sur cette question-là, non seulement en progression, parce que l'évolution m'intéresse, mais aussi en chiffrage et en pourcentage par rapport au chiffrage moyen. Est-ce que vous arrivez à faire évidemment vos actions sur cette question? La deuxième question, sur la question des... Vous avez parlé de 300 000 emplois non pourvus. Au début de votre intervention, évidemment, il y a les métiers en tension et j'aimerais bien un petit peu plus de détails là-dessus. Est-ce que ces 300 000 emplois, c'est les métiers en tension ou est-ce que c'est d'autres, enfin, ça peut être des petites niches en particulier, ou est-ce que c'est une transition? Et ce qui m'amène à vous poser ma dernière question, c'est la question de l'intelligence artificielle qui a été un tout petit peu posée par ma collègue, mais c'est une grande révolution, l'intelligence artificielle, qui va amener, dont on voit les prémices aujourd'hui, mais qui va changer complètement la physionomie des emplois, en tout cas sur un certain type d'emploi. Est-ce que vous y travaillez à cette révolution et qu'est-ce que vous proposez comme plan sur cette question? Merci. Merci. La parole à Cathy Poursopoli. Merci, Monsieur le Président. Quelques questions. Donc, selon les chiffres de l'INSEE, le taux de chômage en France grimpe à 7,9 au 4e trimestre 2025, soit son plus haut niveau depuis 2021. Et une question sur celui des 15-24 ans qui augmente nettement puisqu'il augmente de 2,4%, de 2,4 points sur un trimestre. Donc, on voit bien que l'emploi des jeunes est une difficulté dans notre pays. Et face à ce défi, quelles mesures proposez-vous? Et puis, nous connaissons évidemment tous, ça a été dit, les difficultés des missions locales, les aides à l'apprentissage qui diminuent. Moi, j'aimerais avoir aussi votre avis sur le compte personnel de formation qui permettait de financer le permis de conduire, qui va avoir un véritable impact, sur les jeunes, puisque je pense que ça va pénaliser beaucoup de jeunes, notamment en ruralité, des jeunes apprentis. Donc j'aimerais savoir un peu ce que vous en pensez. Et j'aimerais vous entendre sur la proposition du MEDEF qui permet de créer un CDI jeune qui pourrait être rompu sans motif pendant les premières années et de prendre en compte donc l'ancienneté du salarié dans l'indemnisation. Donc j'aimerais avoir votre avis sur cette question. J'ai une deuxième question sur parce que on voit que le chômage donc est à la hausse et nous savons que dans ce pays, je rappelle qu'il y a 80 milliards d'euros par an. C'est ce qu'a révélé la commission d'enquête portée par notre collègue Fabien Gay sur les entreprises qui bénéficient de 211 milliards d'aides publiques annuelles sans contrôle ni contrepartie. Alors que la France a un taux de chômage supérieur à la moyenne européenne, est-ce que vous pourriez avoir votre avis sur cette question? Parce que ne serait-il pas finalement temps, puisqu'on voit que malgré ces aides, malgré ces exonérations, eh bien, le taux de chômage continue à grimper. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait, au bout d'un moment, faire quelque chose sur les exonérations patronales et sur les aides publiques? Et j'ai une troisième question, parce que vous avez parlé, tout à l'heure, ma collègue vous a interpellé sur Arc International. Pour rappel, cette entreprise, vous l'avez dit, il faut anticiper les choses, mais pour l'instant, évidemment, nous nous battons tous et toutes pour préserver cet outil industriel avant tout, parce qu'il s'agit quand même de 3200 emplois dans un territoire qui est frappé par la désindustrialisation. Pour rappel, nous perdons dans le Pas-de-Calais
nous avons une perte nette sur ce trimestre de 200 emplois en moins industriels. Et on voit bien que tout cela continue évidemment à s'amplifier d'année en année. Donc, je voulais quand même faire cette précision. J'entends bien qu'il faut préparer, mais pour l'instant, nous sommes dans le combat pour sauver cette entreprise. Je vous remercie. Merci. Et pour terminer, le dernier, Dominique Théophile. Monsieur le directeur général, depuis plusieurs années, l'alternance est présentée comme une voie privilégiée d'insertion professionnelle et bénéficie d'un soutien public massif. Or, sur le terrain, un phénomène préoccupant émerge, celui que certaines entreprises multiplient les contrats d'alternance sur des fonctions qui relevaient traditionnellement de postes en CDI de niveau junior, parfois avec 3 à 5 années d'expérience attendue, substituant ainsi une rotation d'alternants à une embauche durable. Dans le même temps, de nombreux jeunes diplômés ayant réalisé plusieurs alternances se voient opposer lors de candidatures en CDI l'exigence de 5 ans d'expérience hors alternance ou stage, ce qui revient à dévaloriser précisément le parcours que la puissance publique encourage. Nous finançons massivement l'alternance. Or, si celle-ci devient un outil de flexibilité à bas coût permettant d'éviter l'embauche en CDI de jeunes diplômés, nous subventionnons indirectement la précarisation de l'entrée dans l'emploi. Ne sommes-nous pas en train de créer une génération surqualifiée mais structurellement maintenue à la périphérie de l'emploi stable ? France Travail reconnaît-elle l'existence de ce phénomène de substitution et de dévalorisation de l'expérience en alternance? Merci. Monsieur le directeur, vous avez 18 minutes. Donc je commencerai par... du coup, l'emploi des jeunes, puisque comme ça, je commencerai à la fois par la fin, mais comme vous avez été nombreux à interpeller sur ce sujet-là. D'abord, vous dire que c'est une priorité du ministre Jean-Pierre Farandou, sur lequel il nous demande évidemment de nous mobiliser fortement sur différents registres, d'ailleurs, qui ont pu être rappelés là-dessus, puisqu'il n'y a pas qu'une seule situation de jeunes, mais il y a plein de besoins qui sont différents. Sur la question donc peut-être des plus éloignés, il y a le sujet évidemment du contrat d'engagement jeune qu'il faut maintenir et sur lequel il faut capitaliser. Et je pense qu'on a encore des marges d'amélioration, évidemment, sur le contenu, sur l'adaptabilité, sur la personnalisation. On en a fait cette année, on va continuer les années qui viennent. Ce que je constate pour le moment, c'est que notre offre est à peu près suffisante par rapport aux besoins. Par contre, c'est plutôt sur la qualité qu'on peut, par définition, continuer de progresser. Et sur le partenariat, vous l'avez évoqué, avec les écoles de la deuxième chance, avec les EPID, avec le SMA, le SMV, tous ces dispositifs très particuliers, mais très pointus sur certaines situations et sur lesquels on a gagné en fluidité, mais on peut encore quand même progresser là-dessus. Sur le champ ensuite de l'apprentissage, comme dans tout, en fait, il y a des effets très positifs et puis il y a des effets de bord qu'il faut probablement corriger. Les effets positifs, monsieur, c'est que là où on était très en retard sur la vision en fait des jeunes dans leur insertion professionnelle, on a quand même, regardons quand même, moins de 300 000 apprentis. On est passé à 850 000, 900 000, enfin même 1 million d'apprentis si on prend tout le monde, mais 850 000 apprentis sur une année complète. C'est un changement de culture quand même majeur et qui a des effets évidemment bénéfiques sur l'insertion professionnelle à court, moyen et long terme de toute cette génération. Donc ça, c'est pour l'aspect positif. Maintenant, vous avez raison de souligner, c'est ce sur quoi le ministre nous a demandé de travailler et sur lequel nous pouvons parfois mieux cibler, être attentif quand même aux effets de dérive de certaines entreprises qui vont avoir
une approche un peu opportuniste, mais elles sont minoritaires. Mais celles-ci, évidemment, il faut qu'on soit attentive à ces phénomènes-là pour lutter contre ça, parce que sinon, ça vient dégrader l'expérience de l'apprentissage. Mais d'ailleurs, la lutte contre les comportements abusifs, on en a parlé pour les chercheurs d'emploi, mais on le fait aussi pour les entreprises qui abuseraient des immersions professionnelles ou des préparations opérationnelles à l'embauche ou au contrat d'apprentissage. Donc, on a ça. On a un meilleur ciblage sur les jeunes et sur les centres de formation d'apprentis qui sont les plus efficaces. Et c'est là où, certes, on est contraint en termes de budget, mais c'est peut-être l'occasion, en tout cas, de s'assurer maintenant qu'on fasse bien ce ciblage-là pour qu'on mette l'effort vraiment au bon endroit. Donc, l'apprentissage à fond, mais après cette grosse croissance, maintenant, c'est plutôt d'affiner un petit peu dans le sens que les uns et les autres, vous avez pu partager. Et on a aussi un sujet, nous, d'accessibilité de l'apprentissage. Parce que certains, il y a une marche à franchir qui parfois est un petit peu compliquée et où France Travail bosse sur justement les préparations opérationnelles à l'embauche, un petit peu dans l'esprit prépa d'apprentissage, pour que les plus exclus puissent accéder à cette voie royale quand même sur l'insertion professionnelle. Ensuite, donc avis CPF, je vais très vite. D'abord, les demandeurs d'emploi sont exonérés de ça, donc on n'est quand même pas directement concerné. Mais je vais vous dire, au risque de choquer un petit peu cette assistance, mais ou certaines personnes dans cette assistance, mais je suis, moi, pas opposé à la logique quand même d'un petit reste à charge à partir du moment où il est évidemment absolument proportionnel à la capacité économique de la personne. Ça responsabilise là-dessus. Puis la deuxième chose sur laquelle nous on bosse, en revanche, sur le CPF, c'est que c'est un droit individuel, mais il faut l'articuler le plus possible à une vision collective. Qu'est-ce qu'il y a besoin dans le territoire, qu'est-ce qu'il y a comme opportunité là-dessus, pour faire en sorte que les effets du CPF aient des effets emploi et donc de réussite pour les personnes qui soient un peu supérieurs à ce qu'ils ne sont aujourd'hui. Donc le CPF, c'est formidable et on peut aussi affiner un petit peu, et ça c'est le boulot qu'on fait France Travail là-dessus. CDI jeunes, je réserve mon avis. C'est vraiment une discussion en ce moment qui est mise sur la table entre partenaires sociaux, etc. Donc, c'est pas mon rôle dans cette enceinte que de le commenter. Voilà, et sur le contrôle sur les aides à l'entreprise, sans parler des grands calculs, etc., où on parle des milliards et des milliards. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les aides à la formation et aux entreprises, comme je viens de vous le dire, on essaye de regarder, nous, pour que le ciblage soit effectif. C'est pour ça qu'on a mis en place une logique de pilotage par le résultat de tout ce qu'on fait. Et donc, on est capable, en transparence avec vous tous, si vous le souhaitez, de savoir, quand on investit dans une POI, combien ça coûte et combien ça rapporte dans quel secteur là-dessus, pour que, évidemment, on investisse là où il y a du retour emploi, qui est donc bénéfique et pour les personnes et pour les entreprises. Et là où il n'y en a pas, c'est que c'est des situations ou d'abus ou de mauvais fléchage. Et là, il faut arrêter pour que l'aide aux entreprises soit toujours maximisée, parce qu'à la fin, c'est quand même l'argent des citoyens. Sur la révolution, il y a pas mal de questions sur l'IA. Alors, sur l'IA, c'est un énorme enjeu. Énorme enjeu, et vous l'avez tous dit, c'est une révolution, et il ne faut pas se raconter d'histoire. Là-dessus, ça va avoir des impacts majeurs sur l'emploi, dont on est bien incapables, les uns et les autres. Évidemment, il y a plein d'études, de prospectives, etc. Il y a des choses qui sont plus ou moins évidentes, des métiers plus ou moins touchés, etc. Ce qui est certain, c'est que ça va modifier très fortement le quotidien des Français, dans leur vie personnelle comme dans leur vie professionnelle. C'est déjà le cas, ils sont déjà plus de 50% à vivre avec. Donc, nous, notre rôle à France Travail, c'est de mettre dans la main de des inscrits à France Travail, j'ai envie de dire plus largement des Français, des outils pour pouvoir utiliser l'IA dans leur quotidien, que ce soit dans leur recherche d'emploi ou ça. On a mis en place le calendrier de l'IA pour former des centaines de milliers de personnes. J'étais d'ailleurs à La Réunion, c'était ma dernière rencontre, avec un certain nombre de chercheurs d'emploi à qui on avait fait une formation à l'IA. Je peux vous dire que c'est absolument impératif et il va falloir qu'on soit en capacité de monter en puissance, parce que ce n'est pas par coup de dizaines de milliers ou de centaines de milliers de personnes, mais de millions de personnes qu'il va falloir former à ça pour ne pas recréer une fracture numérique comme celle qu'on a connue dans l'informatique, mais que ce soit une opportunité sociale pour les personnes. Le deuxième enjeu, c'est
d'adapter les métiers, ils bougent avec un petit peu d'IA. Et donc ça, c'est des dispositifs qu'on est en train de mettre en place, dans nos formations à tous les métiers, hein, j'ai envie de dire quasiment tous les métiers vont être touchés par ça, comment on va rajouter 3 heures, une journée, 3 jours de formation à l'IA pour adapter les personnes et développer leur employabilité par rapport à la nouvelle réalité de leur métier. Et puis ensuite, évidemment, il y a des formations dans toutes les opportunités purement numériques, des métiers de l'IA, les data scientists, etc. là-dessus, sur lesquels il faut qu'on s'adapte. J'ajouterais que France Travail, et ça, moi, j'en suis assez fier, on investit énormément dans l'IA pour faire en sorte que cet outil-là bénéficie à la qualité de service de notre service public. Et que ce ne soit pas un avantage seulement pour ceux qui peuvent se la payer, mais qu'on mette dans la main de nos conseillers, mais de nos chercheurs d'emploi et de nos petites entreprises, les meilleurs outils de l'IA pour pouvoir mieux rendre les services. Venez dans nos agences, hein, comme monsieur le sénateur du Gard là-dessus, vous verrez des démonstrations sur des outils qu'on est en train de développer qui vont changer vraiment la donne pour les chercheurs d'emploi, les entreprises et pour d'ailleurs qui vont participer à l'efficience, la fameuse débureaucratisation dont je parlais. Je ne suis pas en train de dire que nos conseillers étaient dans des bureaux, je suis en train de dire que notre système, et vous le savez bien, produit parfois de la charge administrative absurde. Vous parliez des contrats d'engagement jeunes. Mes équipes, et demander aux missions locales, c'est la même chose, parce qu'ils ne sont pas encore sortis de l'enfer administratif, mais nous, c'était 30% du temps à faire des petits bâtons pour suivre les 15 heures. Ça y est, nous, c'est fini. C'est fini, on suit les 15 heures par le numérique, sans charge de reporting pour nos conseillers. Je peux vous dire que nos conseillers suivent plus de jeunes, donc c'est plus efficace, et ils sont plus heureux parce qu'ils ne se lèvent pas le matin pour remplir des petits bâtons et puis des tableaux Excel. Et donc c'est de ça dont je vous parlais dans la débureaucratisation, pour remettre l'humain au cœur là-dessus. Et je pense que l'IA, si elle est bien contrôlée, si elle est bien maîtrisée, on a un cadre éthique, d'ailleurs ça a été vu, je vous renvoie au rapport de la Cour des comptes là-dessus, on a évidemment toujours des progrès à faire. Voilà. Et le dernier point, c'est le fait de le faire en désilotage avec notamment nos partenaires de la protection sociale, avec l'URSSAF, avec la CNAV, etc., pour qu'ensemble, en fait, on développe une IA souveraine, française et européenne. Donc il y a le volet à la fois pour les services publics français, ça peut être une super opportunité si on s'en saisit bien, et on a pris la vice-présidence du réseau des services publics européens et aussi en solidarité européenne avec l'ensemble de nos partenaires. On est en train aussi de développer nos innovations IA, d'abord pour amortir les coûts et faire en sorte qu'on ait les moyens de le faire avec des entreprises et des solutions qui soient souveraines, françaises et européennes et pas dépendantes de l'extérieur, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, ça m'amène, puisqu'on est en train de parler de sécurité, vous m'avez parlé aussi de défense et puis d'un fameux général, ou d'une générale peut-être. C'est le ministre qui a impulsé ça, mais évidemment main dans la main avec les équipes de France Travail. On a évidemment une organisation filière qui n'est pas nouvelle sur les besoins de la défense. D'ailleurs, dans les besoins de la défense, on a 2 enjeux. On a l'industrie de défense et les sujets de défense. Donc sur les sujets de défense, je passe rapidement, mais c'est quand même un enjeu. On travaille avec évidemment les armées de terre, de mer et d'air depuis longtemps, et on renforce ça pour à la fois pas tellement sur le recrutement en entrée, parce que ça, les armées savent bien le faire, mais sur tout ce qui est reconversion avec mobilité de défense, etc. C'est surtout là-dessus qu'ils nous attendent. On travaille aussi sur les réserves citoyennes. J'ai signé un accord pour pouvoir développer et mettre en visibilité les réserves citoyennes. Et on travaille aussi avec les dispositifs d'insertion de l'armée, de type SMA, SMV, etc., qui sont voilà, et qui sont des dispositifs très précieux de réinsertion justement sur les jeunes là-dessus. Donc on a tout ce volet-là, et sur lequel, bien sûr que d'autant plus dans ce contexte, on le renforce, cet esprit de défense et cette coopération entre le service public de l'emploi et le monde de la défense. Et on a l'industrie de défense, sur lequel on est organisé en filière comme pour toutes les autres filières industrielles. Simplement, elle a une particularité, c'est que la BITD, les 4500 entreprises qui travaillent pour l'industrie de défense, il y a des règles évidentes de secret défense, de confidentialité, etc., qui fait qu'il faut qu'on y travaille différemment. Et donc, ce n'est pas un ou une générale qui va se mettre à faire le travail de France Travail, c'est elle rejoint France Travail pour nous aider à mieux le faire avec nos équipes qui, elles, ont le savoir-faire sur l'attractivité, sur la formation, sur le placement d'emploi, mais une générale qui va nous aider à adapter l'offre et organiser la relation avec les 9 maîtres d'œuvre industriels français et les 4500 PME, TPE, ETI du territoire. Et donc je me réjouis de cette initiative ou de cette impulsion du ministre du Travail dans laquelle on s'inscrit complètement. Les seniors,
le taux d'emploi, donc le taux d'emploi, il est, moi je regarde de 55-64 ans, hein, parce que c'est à partir de 55 ans vraiment que ça décroche. Même si nos actions à nous, on les lance à partir de 50 et plus, hein, les initiatives qu'on a développées depuis 1 an et qui marchent bien, le taux d'emploi, il est à 62,1%. Donc vous voyez, il est faible par rapport à la moyenne à 69%. Donc on a un taux de chômage à 5,1%. Donc si on regarde le taux de chômage, c'est pour ça que je vous dis le taux de chômage, ça peut être trompe-l'œil. 5,1%, on pourrait se dire, il n'y a pas de problème d'emploi des seniors. Mais si vous regardez le taux d'emploi, il est à 62,1%. Donc il progresse chaque année, mais il est faible par rapport à la moyenne et il est très faible si on regarde nos homologues allemands, danois, ou etc. là-dessus. Donc, on a encore beaucoup de marge de progrès là-dessus. C'est pour ça qu'on a mis en place des programmes qui n'existaient pas avant sur les 50 et plus et qui commencent à donner leurs effets. Sur les dom-tom, d'abord, on a mis en place une organisation parce qu'il y a des spécificités quand même sur les dom-tom. Alors, d'abord, c'est le droit commun, évidemment, pour tout le monde, hein, mais on a mis en place une organisation et on en a échangé. Oui, les DROM. Dromcom. Vous avez raison. En plus de ça, je viens de passer 1 semaine à Mayotte à La Réunion. Franchement, c'est impardonnable. Et en plus de ça, j'échange avec vous et justement sur ces sujets-là de façon régulière. Moi, je veux on a des spécificités. Propre d'ailleurs à tous les territoires. Mais c'est vrai que dans les Dromcom, il y a peut-être encore un niveau de spécificité encore plus important, y compris d'ailleurs parce que même dans la loi, il y a des dispositions qui peuvent être un petit peu différentes. Et je ne vous parle pas de Mayotte où on a aussi des situations d'indemnisation, etc., qui ne sont pas tout à fait les mêmes. La loi que vous avez votée, elle permet justement de travailler sur ces spécificités et de faire en sorte qu'en Guyane ou à Mayotte où j'étais, où on a un halo du chômage et un niveau d'emploi qui est beaucoup plus faible qu'ailleurs, on ne va pas traiter le sujet de la même manière que quand on est en Mayenne à 3 ou 4% de chômage. Donc, en fait, cette adaptation-là locale, moi, je veux bien la prendre territoire par territoire. La Guadeloupe, ce n'est pas les mêmes enjeux. Il va y avoir plus d'enjeux de vieillissement, par exemple, de la population. Là où, quand on est en Guyane, c'est plutôt l'insertion des jeunes qui pose sujet. Et donc, nos stratégies sont à la fois adaptées à la réalité, à la spécificité de chacun de ces territoires, ou pareil, hein, entre La Réunion et Mayotte, voilà, on n'est pas dans les mêmes logiques. Donc, on a des plans d'action et qui sont accessibles pour vous sur les tableaux de bord du réseau Pôle emploi que nous vous avions promis et qui maintenant sont à disposition et qu'on peut vous mettre en accès libre où territoire par territoire, bassin d'emploi par bassin d'emploi, vous avez tous les chiffres de l'emploi, les besoins des entreprises et de plus en plus d'informations sur toutes les actions que nous mettons en place dans le cadre des comités locaux pour l'emploi en toute transparence. Et comme ça, vous allez pouvoir, y compris en tant que parlementaire, voir ce qui se met en place sur vos territoires et éventuellement venir nous challenger en nous disant « mais est-ce que vous avez bien pris en compte telle situation ou sur telle autre ?» Et du coup, monsieur, sur le département du Gard, il y a mais je sais que vous le savez bien au Sénat, le principe de libre administration des collectivités. Et donc je ne me garderai bien, moi en tout cas en tant qu'opérateur de France Travail, de donner un avis sur la politique d'insertion de tel ou tel département. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'avec la loi qui a été votée, on peut maintenant mettre en visibilité les actions concrètes, chiffrées et validées, certifiées, département par département. Et donc, on peut voir que, effectivement, comme ça a été souligné, dans le Finistère ou dans la Creuse, moins 5,4% de bénéficiaires du RSA. Parce qu'il y a une politique de la présidente du département de la Creuse qui est volontariste sur le domaine. On peut le comparer à certains autres départements sur lesquels peut-être qu'on est à plus 5%, plus 10%. Et là, c'est l'exercice du citoyen, l'exercice des parlementaires et des élus que vous êtes, l'exercice peut-être on met en visibilité, et on va mettre en visibilité la réalité de l'action publique dans le domaine de l'insertion et du retour à l'emploi, territoire par territoire, bassin d'emploi par bassin d'emploi. Ensuite, à chaque élu de porter sa politique, de faire ses choix politiques et de rendre compte sur ce qu'il met en œuvre et puis sur les résultats qu'il obtient. Sur les sorties invisibles,
je suis pas sûr d'avoir bien compris le sujet. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une anomalie, je vous le dis, dans le principe quand même de la loi qu'on a votée, c'est l'inscription de tous à France Travail. Et on a encore quelques cas où, quand il y a un défaut d'actualisation, on a des personnes qui se retrouvent radiées de France Travail. C'est absurde. Il faut qu'on travaille à ça. C'est une scorie administrative et ça, il faut qu'on règle ça. Et donc, vous aurez donc une vision sur 100% des taux de sortie de 100% des personnes. Donc, il n'y a plus de sortie invisible avec la loi pour l'emploi, modulo cette scorie administrative qui est un petit peu absurde et qu'on est en train de régler, je dirais, entre administrations. Voilà pour cette audition au Sénat du directeur général de France Travail, une audition qui portait sur la lutte contre le chômage dans notre pays. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Continuez à suivre l'actualité politique et parlementaire sur notre site internet publicsénat.fr. Je vous souhaite une très bonne journée sur Public Sénat.